Hey! Hey, ja, hallo. Ciao. Dito, kom eens zo. Oh, hey, ja. Emmer? Ja? Bonjour et bienvenue à une vidéo spéciale. Je m'appelle Christophe Ruckli. Depuis mars, je réalise des vidéos sur la Corona sur la chaîne YouTube et Telegram Anti-Corona des Pros, en partageant des informations et des évaluations qui ne sont pas ou à peine diffusées dans les médias grand public. À mon avis, la situation concernant la Corona est claire et ce qui doit arriver arrivera. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus y mettre trop d'énergie. Je préfère de loin me concentrer sur des projets qui traitent le futur ou qui peuvent être un modèle pour le futur. Il y aura un projet qui va suivre. Nous sommes en train de créer un livre d'images avec un artiste. Il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes associées à la Corona. Donc, mon intention a été d'encourager les gens d'une manière particulière. Ce qui est merveilleux dans ce projet, c'est que toutes les personnes impliquées et tous les assistants ont immédiatement et avec enthousiasme promis leur coopération. Cela a été une expérience formidable pour moi et un modèle de la manière dont la coopération pourrait fonctionner à l'avenir. Je vous souhaite maintenant beaucoup de plaisir avec un cadeau de Noël d'un genre particulier. Bonsoir, je m'appelle Elisabeth Schreier-Puls et je suis pianiste. Je vis et travaille en freelance à Zofingen. La crise de Corona me touche de manière existentielle. En tant qu'artiste, je suis au chômage et sans perspective depuis mars. Les concerts n'auront pas lieu pour une durée indéterminée. En tant que professeur de piano, on m'a interdit de travailler pendant de nombreuses semaines au printemps, sans avoir droit à une indemnisation directe. Et même maintenant, la peur omniprésente rend mon travail pédagogique plus difficile. De cette consternation personnelle, j'ai voulu et je veux encore comprendre le contexte de cette crise qui bouleverse tant ma vie. Et bien sûr, je me demande ce que je peux moi-même contribuer pour surmonter cette situation. C'est autour de la vidéo 5, j'ai pris connaissance de la chaîne Anti-Corona des Pros. Le travail de Christophe m'a aidé à comprendre et à supporter la situation. Je voulais donc
rencontrer la personne derrière la caméra et le remercier. En septembre, je me suis présentée à Christophe en tant que pianiste au chômage. Je lui ai dit, si tu as besoin de musique lors d'un événement, je suis là. Pendant ces mois de silence artistique, j'ai pris conscience que l'art, et surtout la musique, est un aliment de base de l'âme, qu'il doit se produire, que mes énergies créatives sont nécessaires. Où et comment cela peut aller en période de corona, d'autant plus qu'en tant que pianiste, je ne peux pas me contenter de mettre mon instrument sous mon bras. Une réponse est ce projet en plein air. Une autre réponse est l'oasis culturelle, die Kulturoase, des concerts privés dans le plus petit cadre, avec mon piano de voyage si nécessaire. Je m'adresse à tous ceux qui veulent reprendre contact avec l'art. Vous trouverez toutes les informations à l'adresse suivante: www.klavierundmeer.ch. Le poète Eichendorff exprime merveilleusement dans Moonlight Night ce qui pour moi est le bienfait de l'art. Et mon âme ouvrait, appelant ses ailes, survolant la campagne tranquille, comme si elle volait vers sa maison. Quand Christophe Ruckli m'a appelé il y a peu de temps pour me demander si je voulais participer à un projet avec de la musique et une histoire, j'ai pu spontanément dire oui. Je le connaissais grâce à sa chaîne YouTube et je l'avais déjà rencontré en personne lors d'une conférence. Je savais donc ce qui le fascinait et quelles étaient ses convictions. La beauté de ce projet et que les gens qui se rencontrent ici se soutiennent les uns les autres, s'encouragent et s'aident mutuellement. Je crois aussi qu'à l'avenir, nous pourrons réapprendre à nous approcher les uns des autres, à nous encourager, à nous motiver et surtout à penser par nous-mêmes. Un message pour plus d'humanité. La tête pendante, Mario trébuche dans la nuit qui tombe. La nuit tombe rapidement et il fait de plus en plus froid. Il est seul et a peur.
Ses parents ont essayé de vendre dans la ville des jouets en bois fabriqués à la main par son père et des friandises de sa mère, malheureusement avec peu de succès. Dans les rues, les gens se précipitaient devant eux et ne s'impliquaient pas dans une conversation. « Ne vous approchez pas de moi !» et « Pourquoi ne portez-vous pas de masque ?» Vous leur criez dessus et les évitez comme s'ils étaient des lépreux. À un moment donné, le père leur suggérait de tenter leur chance aux portes d'entrée. Malheureusement, cela n'a pas aidé non plus. La plupart des portes sont restées fermées ou n'ont ouvert qu'une large fente pour les chasser avec des jurons. À un moment donné, toute la famille se tenait comme une foule perdue au milieu de la ville sur la place principale sans savoir quoi faire. Où est passée l'humanité ? Qu'est devenue l'humanité ? Lui demande sa mère, encore abasourdie par ce qu'elle a vécu ces dernières heures. Une maladie mystérieuse est censée être évitée, ce qui effraie tout le monde à cause de la mort, a expliqué et ajouté le père. Pourtant, il y a seulement un mois, j'étais au cimetière pour livrer une croix en bois sculptée à la main. Il n'y a pas plus de nouvelles tombes que les années précédentes. Je ne le comprends pas. Il me semble qu'une malédiction maléfique tient la ville en bride et étoufferait toute gaieté, toute amabilité et toute humanité, ajoute maman. Et à peine terminée, une voiture de police au feu bleu a tourné au coin de la rue. Peu avant qu'il ne freine brusquement, 4 agents ont sauté de la voiture et se sont positionnés les jambes écartées autour d'eux. Personne n'a remarqué que Mario était parti peu de temps auparavant pour se coigner le nez sur la vitre d'une boulangerie voisine. La faim l'accable. Les délices devant lui sont si proches et pourtant si éloignés. Lorsqu'il a enfin pu s'éloigner de la vitre et s'est tourné pour retourner auprès de sa famille, il s'est tenu immobile comme s'il était enraciné sur place. 2 policiers viennent de mettre les bras de son père sur son dos et lui ont passé les menottes. Son père est grand et fort comme un ours, mais c'est la personne la plus paisible au monde. Sa taille a conduit apparemment les agents à lui passer les menottes. Ses 2 jeunes frères et sœurs se pressent contre sa mère, puis le bébé dont le porte-bébé se met à pleurer. « Ça leur apprendra » a dit quelqu'un à voix basse, qui venait de sortir de la maison à gauche de Mario. Que pouvait-il penser de courir dans le centre-ville sans masque, de sonner partout et de nous mettre tous en danger ? Il devrait être enfermé. Pendant ce temps, un fourgon de police est arrivé et toute la famille a été remorquée. Les yeux grands ouverts, Mario regardait ce qui se passait sur la place devant lui, incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit. Il est resté là comme paralysé, puis la camionnette s'est éloignée. Tout s'est passé si vite que personne n'a remarqué son absence. Ses parents et ses frères et sœurs ont été emmenés comme des criminels. Il y a beaucoup de monde sur le terrain, mais Mario se sent toujours seul.
Il y a 10 ans, les parents de Marion ont tourné le dos à la vie sociale habituelle et se sont installés dans une petite ferme au fond d'une vallée isolée. Ils étaient fatigués de toujours courir après l'argent, de travailler pour survivre et d'avoir trop peu de temps les uns pour les autres. Ils voulaient vivre, non seulement exister pour survivre, mais pour respirer librement, avoir du temps pour les choses vraiment importantes, savoir ce qu'il y a dans son assiette et profiter de la magie de la nature. Lorsqu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, ils n'ont pas pris grand-chose avec eux, laissant derrière eux les bagages de leur ancienne vie. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Près d'un an plus tard, Mario est né, suivi de 3 frères et sœurs. Il n'est jamais allé à l'école, ses parents lui ont enseigné à la maison. Son père, menuisier de formation, est un artiste du bois. Il a fabriqué de simples et beaux meubles en bois, réparé des meubles défectueux et préparé des meubles plus anciens et de haute qualité pour la revente. Parfois, il allait de porte en porte pendant 2 ou 3 jours, demandant aux gens s'ils avaient quelque chose à réparer. Après une grande méfiance, les gens ont appris à connaître son visage au fil du temps et étaient heureux de l'inviter à faire de petites réparations. Cette année, il a reçu peu de commandes et n'a guère été invité dans les appartements. Le gouvernement a pris des mesures draconiennes en raison d'une maladie. Il a privé de nombreuses possibilités de gagner sa vie. Presque du jour au lendemain, les gens ont complètement changé. S'ils avaient l'habitude de lui réserver un accueil chaleureux, cette année, il s'est souvent tenu dans des portes fermées. C'est pourquoi il partait pour la ville en espérant que les gens lui achèteront 1 ou 2 choses à l'approche de Noël. Malheureusement, sans succès. Revenons à Mario. La tête baissée, les gens se précipitent dans l'obscurité. Mais il n'est pas certain si ce sont vraiment des personnes. Ils ne se comportent pas du tout comme les êtres humains qu'il connaît et presque tous portent quelque chose de drôle devant leur visage. Seuls leurs yeux sont visibles, le reste de leur visage est couvert. Ils se sentent bizarres, il a peur de ces personnes. Plus d'une fois, il a essayé de demander de l'aide à quelqu'un, mais en retour, il a eu des regards furieux. La plupart du temps, il a été chassé par une voix remplie de panique. « Ne t'approche pas de moi, éloigne-toi. Je ne veux pas être infecté. Pourquoi ne portes-tu pas ta protection ?» Personne ne l'aide. Mario a froid, il a faim, et pour ne rien arranger, il commence à pleuvoir.
Il n'a pas remarqué comment cela s'est passé, mais soudain, il se trouve sur un sentier naturel qui s'éloigne de la ville et qui mène vers une forêt voisine. Sans plan ni objectif, il avance péniblement jusqu'à ce qu'il remarque soudain une lumière vacillante à travers les arbres. Mario s'approche prudemment et est étonné de ce qu'il voit. Derrière les arbres, une grande grotte s'ouvre dans une puissante paroi rocheuse, dont le sommet disparaît dans l'obscurité de la nuit. Dans la grotte, 2 adultes et 2 enfants sont assis autour d'un feu. Des dizaines de bougies brûlent sur le fond du mur et le baignent d'une lumière mystérieuse. Les gens sont enveloppés de chaud et sont assis sur des fourrures blanches. À côté d'eux se trouvent des tasses de boissons fumantes qui sentent bon la soupe. Une image profondément paisible. Personne ne porte rien devant son visage et pourtant Mario ose à peine sortir de sa cachette. Mais à un moment donné, sa faim devient écrasante et il s'approche du feu avec hésitation. Pas de réaction. Il ne semble pas le voir venir. Seulement, quand il est à quelques mètres, une des 2 filles assises près du feu regarde en sa direction et crie « Il y a quelqu'un !» Mario arrête comme s'il était enraciné sur place et rentre la tête, s'attendant à être chassé. Rien de tel n'arrive. Des visages amicaux le regardent. « D'où viens-tu » demande la femme en accrochant à nouveau la bouilloire sur le feu. « Je suis perdu, je ne trouve pas mes parents. » Mario lutte pour retenir les armes. « Et j'ai froid, et j'ai faim aussi. » La femme et l'homme près du feu se jettent un regard rapide, puis ils hochent la tête. « Viens t'asseoir avec nous près du feu. Marina, Fiona, partagez-vous une des caisses en bois. Ainsi notre invité pourra s'asseoir sur l'autre. » Les filles lui donnent volontiers un siège et fixent Mario avec curiosité. On se sent bien sur la peau de mouton préchauffée. La femme étend une couverture chaude sur lui et met la sienne autour de ses épaules. « Maintenant, réchauffe-toi et prends une tasse de soupe chaude. Et ensuite, nous verrons bien. » Avec ses doigts moites, il prend la tasse et sourit avec reconnaissance à la femme. Comme un trésor précieux, il le tient fermement. Séduisante, l'odeur monte dans son nez et fait grogner son estomac. Il aimerait bien tout boire en une fois, mais la soupe est bien trop chaude pour cela. Le feu vacille joyeusement et répand une chaleur agréable. Personne ne le pousse. Il le laisse boire sa soupe en paix. La première est suivie d'une deuxième et même d'une troisième tasse, jusqu'à ce que la faim soit enfin satisfaite. « Il en reste, tu en veux ?» lui demande la femme. « Non merci, marmonne Marion, embarrassée. » Ce n'est que maintenant qu'il se rend compte que la femme elle-même n'a presque rien mangé parce qu'elle lui a laissé sa tasse. L'homme lui demande et le regarde d'un air amical. « Eh bien, es-tu à nouveau réchauffé ?»« Oui, sauf pour les pieds, ils sont encore froids. » Sans demander longtemps, l'homme se penche en devant, retire la vieille botte de Mario de son pied et commence à le masser doucement mais fermement. Lentement et douloureusement, il revient à la vie. Mario grince des dents avec difficulté pour éviter de pleurer à nouveau. Après quelques minutes, la procédure est répétée sur le 2e pied.
À un moment donné, il fallait qu'elle vienne la question de savoir comment continuer. Qu'allons-nous faire de vous maintenant? Demande l'homme, sans vraiment s'attendre à une réponse. Il regarde Mario avec attention. S'il vous plaît, ne retournez pas en ville. Je ne veux pas que la police m'emmène. Une fois de plus, il a les armes aux yeux et maintenant il raconte toute l'histoire de la façon dont cela s'est réellement passé. Oui, les temps sont durs. Beaucoup de gens ont peur de cette maladie et oublient que nous sommes des êtres humains pour lesquels l'amour et le contact sont essentiels à la survie. Lorsque nous ne sommes plus autorisés à donner et à recevoir cela, nous disons adieu à notre humanité, explique la femme à voix basse, et l'homme ajoute. Nous avons essayé de donner à nos 2 filles le plus de normalité possible. Nous avons rendu visite à leurs grands-parents et les avons laissés rencontrer des amis. Mais nous avons dû faire très attention. La peur régnait partout. Peur de la maladie, peur de la ruine de l'entreprise, peur de représailles, peur. Pendant un instant, on entend que le crépitement des bûches qui brûlent. Oui, et à un moment donné, nous avons décidé de faire quelque chose à ce sujet, poursuit la femme. Nous avons formé des groupes de personnes partageant les mêmes idées qui se sont rencontrés et ont discuté de ce à quoi l'avenir pourrait rassembler. Ce faisant, nous avons non seulement discuté, mais aussi élaboré des plans concrets et, dans certains cas, nous avons même commencé à les mettre en œuvre. Nous avons été autorisés à les aider, intervient Fiona. Nous avons recueilli des idées pour une nouvelle école. Pour ne croire, vous ne croirez pas ce qui en est sorti. Plus personne ne sera mis sous pression. Plus personne ne sera harcelé s'il ne sait pas faire quelque chose. Et nous irons beaucoup plus dans les bois et la nature en général. Ce sera comme ça pendant un certain temps. Mario est tellement fasciné par ce qu'on lui raconte qu'il oublie ses soucis pendant un moment. Et à un moment donné, il raconte même, presque fièrement, comment son père et sa mère lui ont enseigné. Maintenant, les filles sont stupéfaites, mais c'est exactement le genre d'école que nous voulons. Alors qu'il parle encore, des personnages surgissent soudainement de l'obscurité, s'approchent du feu et sont accueillis amicalement. Après avoir vu toute la journée que des personnes portant des masques, Mario est étonné que personne n'en portant. C'est bon de voir les visages et surtout de voir les gens vous sourire. De plus en plus de gens s'y joignent, la plupart d'entre eux, pourtant, portant une lanterne ou une lampe. Toute la grotte est baignée d'une lumière chaude. À un moment donné, au moins 100 personnes se rassemblent et discutent joyeusement. Pendant ce temps, la femme se penche vers Mario, met son bras autour de ses épaules et explique « Nous nous réunissons régulièrement depuis un certain temps pour protester pacifiquement pour nos droits. Une action spéciale est prévue ce soir. Récemment, ils nous ont également interdit de chanter, mais nous irons quand même en ville pour chanter. D'autres groupes de personnes viendront d'autres directions et nous nous réunirons en un grand cortège de chants. Nous nous attarderons un moment sur toutes les places et espérons ainsi apporter un peu d'amour d'avant Noël aux gens. En ville, nous trouverons sûrement des parents parce qu'ils ont été libérés et si ce n'est pas le cas, tu pourras rester avec nous pour la nuit. Demain, nous irons plus loin. Tu ne devras pas avoir peur. Tout
ira bien. La femme rayonne tellement d'amour, de gentillesse et de confiance que la peur de Mario s'évapore réellement. Il a l'impression qu'elle dit la vérité. De l'autre côté de Mario, l'homme monte sur sa caisse et commence à parler aux personnes présentes. Il les accueille, leur explique ce qu'ils vont faire et comment ils doivent se comporter. Tout à la fin, il dit « En tout cas, nous sommes pacifiques. Si quelqu'un nous insulte, nous donnons à ce pauvre homme un sourire de fond du cœur. Il en a bien besoin. Si quelqu'un nous menace, nous nous rapprochons et nous continuons à chanter. Si quelqu'un veut se joindre à nous, nous l'accueillons à bras ouverts. » Le feu est éteint, les choses sont emballées et rangées dans le coin arrière de la grotte. Puis la procession de lumière commence lentement à se déplacer. Peu avant les premières maisons, quelqu'un commence à chanter et immédiatement les autres se joignent à lui. Mario n'a jamais rien senti de tel auparavant. Un lien aussi fort entre eux, un sentiment d'être porté et protégé, c'est merveilleux. Entre les chansons, ils font quelques pas en silence et Mario entend des chants venant d'autres directions. Le sentiment de lourdeur et d'oppression qu'il a ressenti toute la journée s'est envolé. C'est comme si la ville pouvait à nouveau respirer librement. Les premières fenêtres et portes s'ouvrent. Les curieux regardent et vous pouvez voir qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais aucune porte et pas une seule fenêtre ne se referme. C'est comme si les chants réveillaient d'un cauchemar les gens dans les maisons et les ramenaient à la raison. Pas un seul mot vulgaire n'est prononcé. Lorsque Mario se retourne une fois,
Ils remarquent que leur cortège s'est considérablement agrandi et qu'ils ne cessent d'accueillir de nouvelles personnes. Mais alors, ça arrive. De l'autre côté de la rue, une unité de police en uniforme de combat annonce, par le biais d'un mégaphone: c'est la police, il s'agit d'une manifestation non autorisée. Il faut y mettre fin immédiatement, sinon nous serons obligés de prendre les mesures nécessaires. Sans se laisser décourager, le cortège qui chante continue son chemin et s'approche lentement de la barrière de police. Une fois de plus, un appel arrive par le mégaphone et les gens ne se laissent pas décourager. En chantant, ils continuent à marcher vers les agents de police. C'est votre dernier avertissement. Au milieu de la phrase, le mégaphone se tait. Un policier l'a arraché de la main du porte-parole et l'a jeté au sol. Vient ensuite son bouclier, puis son casque. D'un pas ferme, il se dirige vers le cortège des chants et rejoint le groupe. Seuls quelques pas séparent la police de la procession, puis d'autres boucliers claquent sur le sol et la barrière policière se dissout. Certains policiers se retournent et s'en vont tout simplement. La plupart d'entre eux rejoignent le cortège. Plus ils s'approchent de la place principale, plus les chants venant d'autres directions deviennent forts. Et Marion n'oubliera jamais le moment où il tourne au coin de la rue et voit la place. Des gens chantant affluent de toutes les directions sur la place et s'unissent pour former une grande foule. Acclamant et criant, ils s'embrassent comme s'ils pouvaient sentir la magie du moment. Les cloches de l'église se mettent à sonner. Puis quelqu'un commence une chanson et le chant se répand comme une vague sur toute la place. Encore plus de fenêtres et de portes s'ouvrent, encore plus de gens regardent dehors et encore plus de gens se joignent à eux et sont accueillis de manière amicale. Personne ne porte de masque. C'est comme si les chants avaient fait disparaître une malédiction de la ville et avaient fait en sorte que les gens redeviennent ce qu'ils sont réellement, sentir, aimer les gens.